Avant de commencer, j'aimerais vous demander un petit service. Je travaille dur pour atteindre la barre des 10 000 abonnés, un chiffre qui compte énormément pour moi. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton «S'abonner», c'est juste un clic pour vous, mais c'est une immense source de motivation pour moi afin de continuer à créer des vidéos. Merci infiniment. Parfois, le passé vous retrouve au moment où vous vous y attendez le moins. Pour Jack Stove, cela s'est produit dans un garde-meuble poussiéreux qu'il a acheté pour 10 $. Le vieux montagnard pensait y trouver des outils ou peut-être une selle à vendre. Au lieu de cela, il a trouvé une caisse en bois avec son nom de famille gravé profondément dans le bois. À l'intérieur de cette caisse se trouvait une photographie qui a tout changé. Son amour perdu, tenant un enfant dont il ignorait l'existence. Il y avait aussi des lettres et le pistolet gravé de son père, attendant tous comme des fantômes d'une autre vie. Jack avait passé 30 ans à fuir son passé, mais maintenant il l'avait rattrapé. De vieux ennemis s'agitaient, et quelqu'un voulait que ses secrets de famille restent enterrés pour toujours. Que cachait son père pour que des hommes soient prêts à tuer des décennies plus tard? Le soleil du matin franchissait la crête au-dessus de Dry Ridge, projetant de longues ombres sur les bâtiments patinés par le temps qui bordaient l'unique rue principale de la ville. Jack Stove se tenait sur le porche du comptoir d'échange de Murphy, ses mains calleuses enroulées autour d'une tasse de café en fer blanc qui avait refroidi pendant qu'il regardait le monde se réveiller. À 62 ans, il se comportait avec la délibération prudente d'un homme qui avait appris que les mouvements rapides pouvaient faire la différence entre respirer et se vider de son sang dans la poussière. Sa barbe, plus argentée que brune maintenant, encadrait un visage qui racontait des histoires sans mots. Une cicatrice courait de sa tempe gauche à sa mâchoire, courtoisie d'un brave Comanche qui avait pris exception à la profession de Jack 25 ans plus tôt. Une autre marquait sa main droite, où le couteau d'un desperado avait trouvé sa cible lors d'une arrestation particulièrement désagréable dans le territoire du Colorado. Ces jours-ci, ces cicatrices servaient de sujet de conversation plutôt que d'avertissement, bien que l'observateur attentif puisse remarquer comment les yeux de Jack balayaient toujours la rue, avec la vigilance exercée d'un homme qui avait gagné sa vie en chassant d'autres hommes. « Bonjour, Jack. » Murphy émergea de son magasin, un registre usé coincé sous son bras. Patrick Murphy gérait le comptoir d'échange depuis 15 ans, et pendant tout ce temps, il n'avait jamais vu Jack Stove dormir après l'aube. « Le café est frais si tu en veux un qui ne s'est pas transformé en boue. » Jack le remercia d'un signe de tête, mais ne bougea pas de sa place contre la rampe du porche. « Très reconnaissant, Patrick, ça m'ira très bien. » Il fit un geste vers la rue où quelques lève-tôt commençaient leur routine quotidienne. Matinée calme, comme elles le sont toutes ces jours-ci. Murphy s'installa dans la chaise à côté de l'entrée de son magasin, ouvrant son registre sur ses genoux. Bien que j'ai entendu dire qu'il y aura un peu d'animation plus tard, le vieux Henderson abandonne enfin sa grange de stockage. Il va vendre aux enchères tout ce qu'il y a à l'intérieur. La mention du nom de Henderson réveilla quelque chose dans la mémoire de Jack. Le vieil homme avait dirigé une entreprise de fret à l'époque où le territoire était plus jeune et plus cruel, avant que le chemin de fer ne rende ses chariots obsolètes. Henderson avait toujours été juste dans ses affaires, ne posant jamais trop de questions sur l'endroit où un homme avait été ou ce qu'il fuyait peut-être. Dans un endroit comme Dry Ridge, ce genre de discrétion valait son pesant d'or. « Henderson est malade ?» demanda Jack, bien qu'il soupçonnât déjà connaître la réponse. Il avait remarqué que le vieil homme se déplaçait plus lentement ces derniers temps, favorisant son côté gauche comme un homme avec quelque chose qui grandissait en lui et qui ne devrait pas y être. Le docteur dit que son cœur lâche. Il veut retourner dans l'Est pour vivre avec sa fille avant que l'hiver ne s'installe. Murphy fit une notation dans son registre, son crayon grattant le papier. « Je ne peux pas lui en vouloir. Ce pays est dur pour les vieux os. » Jack comprenait ce sentiment mieux que quiconque. Ses propres os lui faisaient plus mal à chaque hiver qui passait, et il y avait des matins où sortir du lit ressemblait à une négociation entre sa volonté et les protestations de plus en plus bruyantes de son corps. Pourtant, l'idée de quitter Dry Ridge, d'abandonner la vie qu'il y avait construite, ressemblait à admettre la défaite. Il avait fui suffisamment de choses dans son temps. C'était ici qu'il avait pris position. Le bruit de chevaux en approche attira l'attention des deux hommes. Le shérif Tom Bradley remonta la rue, son adjoint de près derrière. Bradley était un homme bon,
juste et posé, bien qu'il lui manquât le côté dur que la véritable loi de la frontière exigeait parfois. Il avait hérité d'un territoire en grande partie pacifique et avait le luxe de résoudre les problèmes avec des mots plus souvent qu'avec des balles. « Bonjour, Jack, Patrick. » Bradley mit pied à terre avec la grâce facile d'un homme qui avait passé plus d'heures en selle qu'à pied. « J'ai pensé que vous voudriez savoir que des étrangers sont passés hier soir, posant des questions sur les gens en ville. » La posture de Jack changea presque imperceptiblement, son poids se déplaçant sur la plante de ses pieds. Les vieilles habitudes ont la vie dure, et quelque chose dans le ton de Bradley suggérait que ce n'étaient pas les vagabonds habituels à la recherche de travail ou de provisions. « Quel genre de questions ?» demanda Murphy, bien qu'il regardât Jack en le disant. « Sur les histoires de famille, principalement. Il semblait particulièrement intéressé par quiconque pourrait avoir de la famille dans l'Est ou des parents qui étaient passés par là dans le temps. » Le regard de Bradley trouva celui de Jack. L'un d'eux a spécifiquement posé des questions sur le mont de Stover. La tasse de café dans la main de Jack s'immobilisa. Il était Jack Stove depuis plus de 30 ans, depuis qu'il était arrivé dans le territoire avec rien d'autre que les vêtements qu'il portait et une réputation qui le précédait comme la fumée d'un feu de prairie. Avant cela, il avait été quelqu'un de complètement différent, quelqu'un dont le nom avait un poids différent dans des cercles différents. Ont-ils dit ce qu'ils voulaient ? La voix de Jack ne traduisait aucune inquiétude particulière, mais Murphy remarqua comment les jointures de son ami avaient blanchi autour de l'anse de la tasse. Il prétendait chercher les héritiers d'un héritage dans le Missouri. Ils avaient des papiers et tout. Ça avait l'air assez officiel. Bradley déplaça son poids, sa main vérifiant inconsciemment la position de son étui. Le fait est que quelque chose chez eux ne semblait pas normal. Les papiers étaient trop propres, et leurs chevaux étaient trop bons pour des hommes faisant ce genre de travail. Jack hocha lentement la tête, classant l'information pendant que son esprit examinait les possibilités. Un héritage pourrait être légitime. Son père avait possédé des biens autrefois, avant que la guerre ne change tout. Mais les héritiers légitimes ne voyageaient généralement pas en groupe, et ils ne posaient certainement pas le genre de questions prudentes qui rendaient un shérif nerveux. « J'apprécie l'avertissement, Tom. » Jack finit son café et posa la tasse sur la rampe du porche. « S'il repasse, je te serai reconnaissant de me le faire savoir. »« Tu peux compter dessus. » Bradley remonta sur son cheval, puis s'arrêta. « Jack, s'il y a quelque chose que tu dois me dire sur ces hommes, ou pourquoi ils pourraient s'intéresser à toi en particulier, ce serait le bon moment. » Pendant un instant, Jack envisagea de se décharger du poids qu'il portait depuis 3 décennies. La tentation de partager le fardeau avec quelqu'un d'autre, de laisser un autre homme l'aider à assumer les conséquences de choix faits dans une vie différente, était plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des années. Mais partager signifiait impliquer d'autres personnes dans des problèmes qui n'étaient pas les leurs à résoudre, et Jack avait appris il y a longtemps que certaines dettes ne pouvaient être payées que par l'homme qui les avait contractées. « Si je pensais que ça aiderait, Tom, je te dirais tout. Mais certaines histoires feraient mieux de rester enterrées. » Bradley étudia son visage pendant un long moment, puis hocha la tête. « Souviens-toi juste, Jack, que tu as des amis ici. Ne sois pas trop fier pour demander de l'aide si tu en as besoin. » Après le départ du shérif, Jack et Murphy restèrent dans un silence confortable pendant plusieurs minutes. Le propriétaire du comptoir d'échange n'avait jamais été du genre à fouiner dans les affaires d'un autre homme, mais 15 ans d'amitié lui avaient appris à lire les signes. Quel que soit le problème qui s'annonçait pour Jack, il avait des racines qui s'enfonçaient plus profondément que tout ce qui poussait à Dry Ridge. « Les enchères de Henderson commencent à midi, » dit finalement Murphy. « Il pourrait y avoir des choses utiles dans ces unités de stockage. Des outils, des articles en cuir, peut-être même des armes à feu si tu es intéressé à enrichir ta collection. » Jack considéra cela. Il n'avait aucun besoin particulier de plus de possessions. Sa petite cabane à l'extérieur de la ville contenait tout ce dont un homme avait besoin pour vivre simplement. Mais Henderson avait été dans le transport de fret pendant près de 40 ans, et les hommes de fret accumulaient des cargaisons intéressantes au fil du temps. Parfois, ils conservaient des choses que d'autres préféraient garder privées, des objets qui racontaient des histoires que leurs propriétaires préféreraient oublier. « Ça vaut peut-être le coup d'œil, » approuva Jack. « Un homme comme Henderson, il a vu beaucoup d'histoires passer entre ses mains. » La vente aux enchères attira une foule modeste pour les normes de Dry Ridge,
peut-être 20 âmes à la recherche de bonnes affaires ou de divertissement par un mardi après-midi tranquille. Jack reconnut la plupart des visages, des éleveurs locaux espérant des outils ou du matériel, des ménagères lorgnant sur des meubles et des articles ménagers, et quelques spéculateurs des villes voisines qui gagnaient leur vie en achetant à bas prix et en vendant à prix fort. Henderson lui-même se tenait à côté du commissaire-priseur, son visage patiné portant la pâleur grise d'un homme dont le temps se mesurait en mois plutôt qu'en années. Il fit un signe de tête à Jack lorsque leurs yeux se rencontrèrent, un geste de reconnaissance entre deux hommes qui avaient partagé la fraternité particulière des métiers dangereux. Les premiers lots partirent rapidement, des articles ménagers, des outils agricoles et des meubles qui avaient connu des jours meilleurs, mais qui avaient encore une vie utile. Jack ne fit aucune offre, se contentant d'observer et d'écouter pendant que le commissaire-priseur épluchait les possessions accumulées de Henderson. Ce n'est que lorsqu'ils atteignirent les unités de stockage que son intérêt s'aiguisa. « Nous arrivons maintenant aux unités verrouillées », annonça le commissaire-priseur en consultant ses notes. Ces structures ici ont été scellées pendant des périodes variables, certaines pendant 15, 20 ans. Contenu inconnu, vendu en l'état sans garantie. Nous allons commencer avec l'unité 1. La première unité contenait principalement des sacs de grains pourrissants et des outils agricoles rouillés. La seconde contenait des meubles enveloppés dans une toile qui les avait raisonnablement bien protégés des éléments. Jack se surprit à étudier la foule plus que la marchandise, notant les visages et mesurant l'intensité de l'intérêt des différents enchérisseurs. C'est pendant l'enchère pour l'unité 3 qu'il remarqua l'étranger. L'homme se tenait à l'arrière de la foule, vêtu de vêtements trop beaux pour une simple vente aux enchères, mais pas assez formels pour attirer immédiatement l'attention. Ses bottes étaient en cuir chair, son chapeau ne portait aucune poussière de voyage, et ses mains étaient propres, pas les mains d'un homme qui travaillait pour gagner sa vie. Plus révélateur encore, il ne regardait ni le commissaire-priseur ni la marchandise. Son attention était entièrement concentrée sur Jack. L'unité 4 partit pour 12 $ à la femme d'un éleveur qui espérait y trouver du tissu ou des articles ménagers. L'unité 5 rapporta 15 $ d'un collectionneur d'outils qui avait repéré le manche de ce qui ressemblait à une bonne hache à travers une fente dans la porte. Quand ils atteignirent l'unité 6, l'étranger à l'arrière de la foule se redressa légèrement. « Celle-ci a été scellée le plus longtemps », annonça le commissaire-priseur. « Henderson me dit qu'elle est verrouillée depuis près de 25 ans. Le propriétaire précédent l'a laissée pour des frais de stockage, n'est jamais revenu la réclamer. Commençons les enchères à 5 $. Plusieurs mains se levèrent, mais les enchères étaient timides. 25 ans de négligence pouvaient transformer des objets précieux en déceptions coûteuses. Jack se surprit à lever la main lorsque l'enchère atteignit 8 $, bien qu'il n'aurait pas pu expliquer exactement pourquoi. Quelque chose dans le long abandon de l'unité l'attirait. L'idée que quelqu'un avait laissé ses biens derrière lui et n'était jamais revenu parlait à des expériences qu'il comprenait. « J'ai 8 $, appela le commissaire-priseur. « Est-ce que j'entends 9 ?» La main de l'étranger se leva. « 9 $. Est-ce que j'entends 10 ?» Jack leva de nouveau la main, ses yeux trouvant ceux de l'étranger à travers la foule. Le visage de l'homme ne révélait rien, mais il y avait une intensité dans son regard qui suggérait plus qu'un intérêt occasionnel pour la procédure. « 10 $. Est-ce que j'entends 11 ?» L'étranger renchérit. Le modèle continua jusqu'à ce qu'ils atteignent 15 $, point auquel la majeure partie de la foule s'était complètement désintéressée. Jack pouvait sentir le regard curieux de Murphy à côté de lui, mais il gardait son attention concentrée sur l'étranger, qui semblait déterminé à surenchérir sur lui pour une unité de stockage qui ne contenait probablement rien de plus que des crottes de souris et de la déception. À 20 $, l'étranger hésita pour la première fois. « 20 $, annonça le commissaire-priseur. « Est-ce que j'entends 21 ?» Jack attendit, laissant le silence s'étirer. La main de l'étranger commença à se lever, puis s'arrêta. Quelque chose avait changé dans son calcul. Peut-être la réalisation qu'enchérir de manière trop agressive attirerait exactement le genre d'attention qu'il avait essayé d'éviter. Adjugé à M. Stove pour 20 $. Jack paya son argent et reçut la clé, conscient que l'étranger s'était déjà fondu dans la foule. Au moment où la vente aux enchères s'est conclue et qu'il s'est dirigé vers l'unité 6,
L'homme était introuvable. Mais les traces de son cheval dans la poussière à l'extérieur de la ville ont tout dit à Jack sur la qualité de sa monture et la direction qu'il avait prise en partant. La clé de l'unité de stockage tourna facilement malgré des années de non-utilisation. Henderson avait bien entretenu ses serrures, même sur les propriétés abandonnées. Lorsque Jack ouvrit la porte, la lumière du soleil de l'après-midi s'engouffra dans un espace qui n'avait pas vu la lumière depuis un quart de siècle. La majeure partie de l'unité contenait exactement ce à quoi il s'attendait. Du tissu détérioré, du métal rouillé et les débris accumulés d'une vie interrompue. Mais dans le coin du fond, protégée par une toile et positionnée comme si elle avait été placée là délibérément, se trouvait une caisse en bois qui fit rater un battement au cœur de Jack. Gravé dans le couvercle, profond et indubitable, se trouvait le nom de Stover. Debout dans cette unité de stockage poussiéreuse, avec la lumière de l'après-midi déclinant autour de lui et le poids de 25 ans pesant comme une chose physique, Jack Stover réalisa que sa vie soigneusement construite à Dry Ridge était sur le point de changer pour toujours. Le passé qu'il avait passé 3 décennies à enterrer venait de refaire surface, et il n'y aurait aucun moyen de le remettre en terre. Jack ramena la caisse dans sa cabane alors que le soleil se couchait derrière les sommets ouest, peignant le ciel dans des tons d'ambre et de rose. Le poids de celle-ci semblait plus lourd que le bois et le contenu ne pouvait le justifier, comme si les années elles-mêmes s'étaient installées dans le grain et refusaient d'être soulevées. Sa petite maison se trouvait dans une clairière à 1 kilomètre de la ville de Dry Ridge, assez loin de la ville pour garantir l'intimité, mais assez près pour que la fumée de sa cheminée puisse être vue par ceux qui pourraient s'inquiéter si elle n'apparaissait pas les matins froids. À l'intérieur de l'unique pièce de la cabane, Jack posa la caisse sur sa table en bois brut et alluma la lampe à huile qui lui servait de lumière du soir. Le nom gravé semblait pulser dans la lueur vacillante. Stover coupé profondément par des mains qu'il se rappelait, bien qu'il ait essayé pendant 30 ans de les oublier. Son père avait toujours été précis dans son travail, qu'il s'agisse de sculpter le bois ou de planifier des travaux qui existaient dans les espaces sombres entre la légalité et la rentabilité. Le couvercle de la caisse se souleva avec un murmure de vieille charnière. À l'intérieur, enveloppés dans une toile huilée qui les avait protégés mieux que le temps n'avait le droit de l'espérer, se trouvaient les morceaux d'une vie que Jack pensait avoir laissée derrière lui pour toujours. Sur le dessus, face vers le haut, comme s'il avait attendu spécifiquement ce moment, se trouvait une photographie qui lui coupa le souffle. La femme sur l'image était assise dans le fauteuil de studio d'un photographe, ses cheveux noirs arrangés selon la mode d'il y a 25 ans, ses yeux contenant ce mélange de force et de tristesse dont Jack se souvenait mieux que de son propre reflet. Sarah Whitmore, la seule femme qui ait jamais regardé Jack Stove et vu quelque chose qui valait la peine d'être sauvé plutôt que d'être évité. Mais c'était ce qu'elle tenait dans ses bras qui fit trembler les mains de Jack lorsqu'il souleva la photographie plus près de la lampe. Un bébé, peut-être de 6 mois, enveloppé dans une couverture tricotée et dormant paisiblement contre la poitrine de sa mère. Le visage de l'enfant avait les traits doux de la petite enfance, mais même dans les tons sépia de la vieille photographie, Jack pouvait voir quelque chose de familier dans la forme du nez, la position des oreilles. Sous la photographie se trouvait une liasse de lettres liées par un ruban qui avait autrefois été bleu, mais qui s'était fané pour prendre la couleur du ciel d'hiver. Le nom de Jack était écrit sur la première enveloppe dans l'écriture soignée de Sarah, l'encre brune avec l'âge, mais toujours lisible. Ses doigts bougèrent sans direction consciente, dénouant le ruban et soulevant la première lettre. Mon très cher Jack, si tu lis ceci, c'est que d'une manière ou d'une autre, ces mots ont trouvé leur chemin jusqu'à toi comme je l'ai toujours espéré. Je prie pour que suffisamment de temps se soit écoulé pour que la colère se soit calmée et que la compréhension ait pris sa place. Je sais que mon départ t'a blessé, et je sais que tu as cru que c'était parce que j'avais cessé de t'aimer. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Je suis parti parce que je t'aimais trop pour te regarder te détruire, et parce que j'aimais trop notre enfant pour le laisser grandir dans l'ombre de la violence qui semblait te suivre comme ta propre ombre. Jack posa la lettre et marcha vers sa fenêtre, fixant l'obscurité pendant que son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau en cage. Un enfant. Leur enfant. Le bébé sur la photo n'était pas seulement un nourrisson dont Sarah s'était occupée, c'était son fils, chair de sa chair, sang de son sang.
Pendant 30 ans, il avait eu un enfant dans le monde sans jamais le savoir. Il retourna à la table et continua sa lecture. J'ai découvert que je portais notre bébé 3 semaines après que tu sois parti chasser le gang Morrison. Pendant ton absence, j'ai eu le temps de penser au genre de vie que nous aurions ensemble, au genre de père que tu serais pour un enfant qui grandirait en sachant que les hommes craignaient le nom de son papa. J'ai pensé aux cicatrices que tu portes, aux cauchemars qui te réveillent aux heures sombres, à la façon dont ta main va vers ton arme chaque fois que quelqu'un s'approche trop vite. J'ai réalisé que t'aimer et rester avec toi n'était pas la même chose. Parfois, l'amour signifie s'éloigner, même quand ça vous déchire le cœur en deux. Notre fils est né le 15 mars 1850. Je l'ai nommé Thomas d'après ton père parce que malgré tout ce qui s'est passé entre toi et lui, je sais que tu l'aimais. Thomas a tes yeux, Jack, et un peu de ta nature têtue. Il est fort et en bonne santé, et parfait à tous égards. J'ai pris un poste d'institutrice dans une colonie à l'ouest d'ici. C'est assez loin pour que ta réputation ne nous suive pas, mais assez près pour que si jamais tu veux rencontrer ton fils, tu puisses nous trouver. La ville s'appelle Cedar Falls, et j'utiliserai mon nom de jeune fille, Sarah Whitmore. Je prie pour qu'un jour tu me pardonnes ce choix. Je prie pour qu'un jour tu comprennes que je ne l'ai pas fait par manque d'amour, mais par excès. Toujours à toi. Sarah. Jack s'enfonça dans sa chaise, la lettre voltant de ses doigts engourdis pour atterrir à côté de la photo sur la table. Thomas. Il avait un fils nommé Thomas, qui aurait 30 ans maintenant s'il avait vécu, qui pourrait avoir ses propres enfants, qui pourrait être quelque part dans le monde en train de perpétuer le nom de Stover sans jamais connaître le poids que ce nom pouvait porter. D'une main tremblante, il attrapa la deuxième lettre. Celle-ci était datée de 2 ans plus tard, l'écriture montrant les légers changements qui viennent avec le temps et les circonstances. Très cher Jack, Thomas a fait ses premiers pas la semaine dernière et mon cœur s'est brisé un peu en sachant que tu n'étais pas là pour le voir. Il marche partout maintenant, touche à tout, curieux du monde de la façon dont seuls les enfants peuvent l'être. Il demande parfois des nouvelles de son papa, et je lui dis que tu es un homme bon qui avait un travail important à faire très loin. J'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé et en sécurité. J'espère que tu as trouvé une certaine paix dans le chemin que tu as choisi de parcourir. Il y a des nuits où je me demande si j'ai fait le bon choix en partant. Mais ensuite, je regarde Thomas dormir, et je sais que je lui ai donné quelque chose de précieux, une chance de grandir sans peur. Cedar Falls a été bon pour nous. Les gens ici sont gentils, et ils ne posent pas trop de questions sur le passé d'une femme. J'ai pu subvenir aux besoins de Thomas grâce à mon enseignement, et il s'épanouit de manière à me donner de l'espoir pour son avenir. Si jamais tu décides que tu veux faire partie de cet avenir, tu sais où nous trouver. Avec amour. Il y avait d'autres lettres, 7 en tout, s'étalant sur 5 ans. Chacune racontait l'histoire d'un garçon grandissant sans son père, d'une femme élevant un enfant seul tout en portant de l'amour pour un homme qui vivait dans un monde trop dangereux pour l'innocence qu'elle essayait de protéger. La dernière lettre était différente des autres, plus courte et écrite d'une main qui semblait moins certaine. « Mon cher Jack, ce sera ma dernière lettre pour toi. Thomas a 8 ans maintenant, l'âge de poser des questions plus difficiles sur les raisons pour lesquelles son père n'est jamais venu le voir. Je ne peux plus lui donner de réponse qui nous satisfasse ni l'un ni l'autre. Nous quittons Cedar Falls. J'ai accepté un poste dans une école du territoire de l'Oregon, assez loin pour que nous puissions repartir à zéro sans les questions qui semblent nous suivre partout où nous allons. Je ne te dirai pas où nous allons parce que j'ai finalement accepté que tu ne viendras jamais nous chercher. Je veux que tu saches que je ne regrette pas le temps que nous avons passé ensemble, ni ne regrette de t'avoir aimé, mais je ne regrette pas non plus le choix que j'ai fait de partir. Thomas devient un beau jeune homme, fort, honnête et gentil, qui mérite une chance d'avoir une vie qui ne soit pas assombrie par la réputation de son père. Au revoir, Jack. J'espère que tu trouveras la paix qui semblait toujours t'échapper lorsque nous étions ensemble. Sous les lettres se trouvait le dernier article de la caisse, un revolver Colt Dragoon, son canon gravé des initiales JS en écriture fluide. Jack reconnut immédiatement l'arme. Elle avait appartenu à son père, transmise à travers 3 générations d'hommes Stover, qui avaient gagné leur vie de manière qui exigeait de tels outils. L'arme était propre et bien entretenue, enveloppée dans la même toile huilée qui avait préservé les lettres et la photographie.
Jack souleva le revolver, sentant son poids familier dans sa main. Son père lui avait appris à tirer avec cette arme, à l'époque où leur relation ne s'était pas encore détériorée de façon irrémédiable. C'était le rappel de temps meilleurs, quand Jack croyait que l'approbation de son père valait la peine d'être gagnée et que le nom de Stover signifiait quelque chose de noble. Maintenant assis dans sa cabane avec les preuves de sa famille perdue étalées devant lui, Jack comprit que quelqu'un avait gardé ses objets en sécurité pendant 30 ans, attendant le bon moment pour les lui rendre. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi la caisse était-elle apparue dans l'unité de stockage de Henderson à ce moment particulier? Et qui était l'étranger qui avait tant essayé de surenchérir sur lui à la vente aux enchères? À l'extérieur de sa cabane, les bruits de la nuit remplissaient l'air de la montagne, le ululement d'un hibou, le hurlement lointain d'un coyote, le murmure du vent dans les branches de pin. C'étaient les sons du monde de Jack maintenant. Les rythmes tranquilles d'une vie qu'il avait construite, loin de la violence et de l'incertitude de son passé. Mais alors qu'il était assis tenant l'arme de son père et regardant la photo du fils qu'il n'avait jamais connu, Jack réalisa que le passé n'en avait pas fini avec lui. Quelqu'un connaissait l'existence de Sarah et Thomas. Quelqu'un avait gardé ces objets en sécurité pendant 3 décennies et avait maintenant pris des dispositions pour qu'ils retrouvent leur chemin jusqu'à lui. Et si l'étranger à la vente aux enchères était une indication que quelqu'un n'était pas intéressé à ce que les nouvelles connaissances de Jack restent un secret, la question n'était plus de savoir si Jack essaierait de retrouver son fils, mais s'il vivrait assez longtemps pour le faire. Jack dormit mal cette nuit-là, hanté par les rêves d'une femme aux cheveux bruns et du rire d'un enfant qu'il n'avait jamais entendu. Quand l'aube se leva enfin sur les montagnes, il se retrouva assis à sa table, fixant la photographie comme s'il voulait qu'elle révèle plus de secrets. Le visage du bébé semblait différent dans la lumière du matin, plus familier en quelque sorte, comme si 30 ans avaient en quelque sorte permis à Jack de voir ses propres traits se refléter dans ses yeux innocents. Après un petit déjeuner qu'il a à peine goûté, Jack a sellé son cheval et a chevauché vers la ville avec une destination en tête. Si quelqu'un à Dry Ridge pouvait lui parler des affaires passées de son père, ce serait Ezra Coolidge. Le vieux avait été dans le territoire plus longtemps que quiconque respirant encore, arrivant lors de la première vague de colons lorsque la terre était plus une promesse qu'une réalité. Ezra avait vu le pays passer de la nature sauvage à la civilisation, et sa mémoire contenait des histoires que la plupart des gens préféraient oublier. Coolidge vivait dans une petite cabane à la limite est de la ville, entouré par les débris accumulés de 8 décennies de vie. Son porche d'entrée s'affaissait sous le poids de meubles cassés qu'il avait l'intention de réparer un jour, d'outils rouillés qui pourraient s'avérer utiles à nouveau, et de piles de journaux des villes qu'il avait visitées dans ses jeunes années. Le vieil homme lui-même était assis dans une chaise qui avait connu de meilleures années, taillant un morceau de pain pendant que ses yeux larmoyants suivaient l'approche de Jack. « Eh bien, si ce n'est pas le jeune Stover !» lança Ezra, bien que Jack ait été tout sauf jeune lors de leur première rencontre 20 ans plus tôt. « J'ai entendu dire que tu avais causé pas mal d'agitation à la vente aux enchères de Henderson hier. Tom Bradley a mentionné que tu avais de la concurrence pour cette unité de stockage. » Jack descendit de cheval et attacha sa monture au poteau d'attache qui penchait à un angle précaire à côté de la barrière d'Ezra. Rien de ce qui se passait à Dry Ridge n'échappait au vieil homme, et son réseau de commères et d'informateurs aurait fait l'envie d'un espion gouvernemental. « Les nouvelles voyagent vite », observa Jack, s'installant sur les marches du porche puisqu'Ezra ne l'avait pas invité à prendre la deuxième chaise, supposant qu'elle ne supporterait pas son poids. Toujours le cas dans les petites villes. La question est, qu'y avait-il dans cette unité qui intéressait tant un étranger pour surenchérir sur toi? Le couteau d'Ezra ne fit jamais de pause dans son travail, mais son attention était entièrement concentrée sur le visage de Jack. Jack étudia le vieil homme pendant un instant, pesant ce qu'il devait révéler. Ezra n'avait jamais trahi une confidence au cours de toutes les années où Jack l'avait connu, mais certains secrets portaient un poids qui pouvait écraser même les amitiés les plus fortes. « J'ai trouvé de vieux objets de famille, » dit finalement Jack. « Des choses qui appartiennent à mon père. » Ah, Ezra hocha la tête comme si cela expliquait tout. « Jérôme Stover. Je n'ai pas entendu ce nom prononcé à voix haute depuis plus d'années que je ne veux bien compter. La plupart des gens qui l'ont connu sont morts maintenant, ou partis vers des endroits où le passé ne suit pas d'aussi près.
La mention du prénom de son père frappa Jack comme un coup physique. Il avait passé tant d'années à penser à l'homme simplement comme à son père, qu'entendre quelqu'un parler de Jérôme Stover comme d'une personne réelle, avec une histoire réelle, lui semblait étrange et troublant. « Tu le connaissais bien ?» demanda Jack. « Assez bien pour rester dans ses bonnes grâces, ce qui était un conseil considérable à l'époque. » Le couteau d'Ezra mordit plus profondément dans le bois, découpant une longue boucle de pain. « Ton père était ce que tu pourrais appeler un homme compliqué. Il avait ses principes, mais il ne s'alignait pas toujours sur ce que la loi pourrait considérer comme approprié. » Jack attendit, sachant qu'Ezra raconterait son histoire en son temps et à sa manière. Le vieil homme ne s'était jamais pressé de sa vie, et il n'allait pas commencer maintenant. C'était en 48, 49, quelque part dans ces eaux-là. Le territoire était plus sauvage à l'époque. La loi était ce qu'un homme en faisait plutôt que ce qui était écrit dans les livres. Ton père traînait avec des durs à cuire, pas exactement des hors-la-loi, mais des hommes qui gagnaient leur vie dans les espaces entre la légalité et l'illégalité. De l'intérieur de sa chemise, Ezra sortit une photographie phérotype fanée qu'il tendit à Jack. L'image montrait 5 hommes se tenant à côté d'un chariot chargé, leurs visages portant les expressions dures d'hommes qui avaient vu trop d'ennuis et s'attendaient à en voir d'autres. Jack reconnut immédiatement son père, plus jeune, plus mince, mais avec le même regard pénétrant qui l'avait intimidé tout au long de son enfance. « Celui-là, c'est ton papa, le deuxième en partant de la gauche, » dit inutilement Ezra. Les autres faisaient partie de son équipe. Ils s'appelaient eux-mêmes des entrepreneurs de fret, mais ils s'occupaient de cargaisons auxquelles les compagnies de fret régulières ne touchaient pas. Expéditions d'or, paix du gouvernement, parfois des personnes qui avaient besoin de disparaître d'un endroit et d'apparaître dans un autre. Jack étudia les visages des autres hommes sur la photographie. Ils ressemblaient à ce qu'ils étaient, des individus dangereux qui avaient trouvé un moyen de rendre la violence rentable. Son père s'intégrait parfaitement, la main posée avec désinvolture sur la crosse de son revolver, comme s'il était aussi naturel de le dégainer que de respirer. « Dans quel genre d'ennui se sont-ils fourrés ?» demanda Jack, bien qu'il soupçonnât déjà la réponse. « Le genre permanent, au final. Tu vois, ton papa et ses partenaires ont été embauchés pour déplacer une cargaison d'or d'une opération minière au nord jusqu'à la capitale territoriale. Un travail légitime, ou du moins ça en avait l'air à l'époque. Mais quelque part entre le ramassage et la livraison, cet or a disparu. » Ezra fit une pause dans sa taille pour fixer Jack d'un regard lourd de sens. « L'or ne disparaît pas tout seul. Il faut des mains humaines pour que ça arrive. »« Ils l'ont volé, » dit Jack. Ce n'était pas une question. L'histoire se complique après ça. La compagnie minière a prétendu que l'or valait plus que ce que quiconque avait dit initialement. Le gouvernement territorial a commencé à poser des questions sur les raisons pour lesquelles leurs gardes sous contrat avaient laissé une fortune leur glisser entre les doigts. Et les hommes qui possédaient réellement cet or, eh bien, ils n'étaient pas du genre à pardonner. Jack ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air de la montagne. Quels hommes? Un gang qui s'appelait la Confrérie Pourpre, une sale bande dirigée par un type nommé Silas Markham. Il se spécialisait dans ce qu'on pourrait appeler la justice de la frontière, reprenant ce qu'ils croyaient être à eux et s'assurant que les voleurs ne voleraient plus jamais personne. Le nom de Markham réveilla quelque chose dans la mémoire de Jack, un murmure de reconnaissance qu'il ne parvenait pas tout à fait à situer. Son père avait mentionné ce nom une fois, lors d'une de leurs dernières conversations, avant que Jack ne quitte la maison pour de bon. Le contexte avait été un avertissement plutôt qu'une réminiscence. « Qu'est-il arrivé à l'équipe de mon père ?» demanda Jack. « Éliminés un par un au cours d'environ 2 ans. Les gars de Markham étaient patients et minutieux. Ils traquaient un homme pendant des mois, apprenaient ses habitudes, trouvaient ses faiblesses, puis frappaient au moment où il s'y attendait le moins. » Le couteau d'Ezra fit une pause. « Ton père a tenu le plus longtemps, en partie parce qu'il était plus intelligent que les autres, en partie parce qu'il avait quelque chose que Markham voulait plus que de la simple vengeance. L'or et la carte indiquant où il était caché. Tu vois, quand ton papa a réalisé le genre d'ennui qu'il attendait, il a caché cet or dans un endroit sûr et s'est assuré d'être le seul à en connaître l'emplacement. Ça l'a rendu précieux vivant, ce qui lui a fait gagner du temps. » Jack fixa la photo, la compréhension commençant à poindre comme un lever de soleil froid. « Mais il n'a jamais révélé l'emplacement ? » « Pas à ce qu'on sache.
Jerome Stover a emporté ce secret dans sa tombe, et Markham a passé le reste de sa vie à essayer de le trouver. Certains disent que le vieux hors-la-loi est mort en cherchant encore cette fortune perdue. Certains disent, répéta Jack, « Que dis-tu, toi ?» Ezra croisa son regard pendant un long moment avant de répondre. « Je dis que Silas Markham a eu des fils, et que les fils n'oublient pas toujours les affaires inachevées de leur papa. Je dis que si certains objets appartenant à Jerome Stover refaisaient surface après toutes ces années, cela pourrait attirer l'attention de personnes qui attendent une telle opportunité depuis longtemps. » Jack sentit le poids du revolver dans la poche de son manteau, la présence solide de l'héritage de son père manifestée dans l'acier et la poudre. Quelque part là-dehors, les descendants des ennemis de son père chassaient toujours l'or qui avait coûté tant de vies. Et maintenant, grâce à une offre de $10 à une vente aux enchères de stockage, il savait exactement où trouver le dernier lien vivant avec les secrets de Jerome Stover. « Ezra, » dit doucement Jack, « si tu étais à ma place, que ferais-tu » Le vieil homme reprit sa sculpture, les copeaux de bois tombant comme de la neige autour de ses bottes. « Je suppose que je me souviendrai que certaines dettes passent de père en fils, que le fils le veuille ou non, et je m'assurerai d'être prêt quand l'addition se présentera. » Jack quitta la maison d'Ezra avec plus de questions que de réponses, et la certitude grandissante que sa vie tranquille à Dry Ridge était sur le point de devenir considérablement plus compliquée. La révélation sur l'or volé de son père et la confrérie pourpre expliquaient l'intérêt de l'étranger à la vente aux enchères, mais cela signifiait également que Jack portait désormais une cible qui se préparait depuis 30 ans. Plutôt que de retourner directement à sa cabane, Jack chevaucha vers l'est, en direction de Cedar Falls, ou de ce qu'il en restait. Les lettres de Sarah avaient mentionné la ville, et bien que 30 ans soit une longue période dans un pays frontalier, les colonies laissaient parfois des traces qu'un homme pouvait suivre s'il savait comment chercher. Le trajet l'emmena à travers un pays qui devenait plus familier à chaque kilomètre. C'était un territoire où il avait chassé dans sa jeunesse, quand traquer des hommes était sa profession, et que l'issue de chaque chasse faisait la différence entre manger et mourir de faim. Le paysage contenait des souvenirs. Une crête où il avait coincé un voleur de chevaux. Un ruisseau où il avait campé en poursuivant un gang de voleurs de banque. Un bosquet de trembles qui lui avait fourni une couverture lors d'une fusillade à laquelle il avait à peine survécu. Cedar Falls, lorsqu'il la trouva, n'était guère plus qu'une ville fantôme accrochée aux rives d'un ruisseau qui avait donné son nom à la colonie. Quelques bâtiments tenaient encore debout, leurs planches patinées devenues grises par l'âge et la négligence, mais la majeure partie de la ville était retournée à la terre qui l'avait engendrée. Jack pouvait voir où la rue principale avait couru, où le magasin général et le saloon avaient ancré la brève existence de la communauté. Il attacha son cheval au reste d'un poteau d'attache et marcha lentement à travers ce qui avait été autrefois Cedar Falls. La nature était patiente dans sa récupération. Des fleurs sauvages poussaient à travers les espaces des trottoirs de bois pourris et des jeunes pins poussaient à travers les toits effondrés des cabanes abandonnées. Dans une autre décennie, il y aurait peu de preuves que des gens avaient un jour essayé de construire une vie à cet endroit. L'école se tenait à l'extrémité de ce qui avait été la rue principale, son clocher intact, bien que la cloche elle-même ait disparu depuis longtemps. Jack s'en approcha avec quelque chose qui ressemblait à de la révérence, sachant que Sarah avait travaillé ici, que ce bâtiment avait abrité la femme qu'il avait aimée et le fils qu'il n'avait jamais connu. La porte était ouverte, affaissé sur des charnières rouillées, et il entra avec les mouvements prudents d'un homme pénétrant sur un sol sacré. L'intérieur était étonnamment bien conservé. Des bureaux en bois étaient disposés en rangées soignées, bien que des décennies de temps les aient déformés et tachés au-delà de toute utilisation. Un tableau noir en ardoise était toujours accroché au mur du fond, sa surface portant les légères traces de leçons enseignées il y a longtemps. Jack pouvait presque entendre le son des voix des enfants récitant leurs lettres, pouvait presque voir Sarah debout à l'avant de la pièce, ses cheveux noirs attachés en arrière, alors qu'elle guidait de jeunes esprits à travers les mystères de la lecture et de l'arithmétique. Sur le bureau du professeur, lesté par un morceau de quartz, se trouvait un morceau de papier plié qui semblait bien trop récent pour être une relique du passé abandonné de Cedar Falls. Jack s'en approcha prudemment, sa main vérifiant instinctivement la position du revolver de son père. Le papier était propre et blanc,
clairement placé là récemment par quelqu'un qui savait qu'il viendrait chercher. Il le déplia pour trouver une carte dessinée à la main, marquée de X et de lignes pointillées, avec un message écrit d'une écriture soignée. Si tu veux savoir ce qui est arrivé à Sarah Whitmore et à son fils, suis les marques. Mais sache que tu n'es pas le seul à les chercher maintenant. La carte montrait le territoire entre Cedar Falls et la frontière de l'Oregon, avec plusieurs endroits marqués le long de ce qui semblait être une ancienne route de chariot. Certaines des marques étaient étiquetées avec les dates 1851, 1853, 1855, suggérant des arrêts le long d'un voyage qui avait emmené Sarah et Thomas de plus en plus loin de la vie qu'ils avaient connue. Jack étudia attentivement la carte, notant les points de repère qu'il reconnaissait, et d'autres qui nécessiteraient une exploration pour être identifiés. Celui qui avait dessiné cela connaissait bien le pays, et il avait pris un soin considérable à fournir des détails précis. La question était de savoir s'ils essayaient de l'aider ou de l'attirer dans un piège. Un son provenant de l'extérieur de l'école le fit lever les yeux. Le doux hennissement de son cheval, suivi du grincement de cuir qui suggérait l'approche d'un autre cavalier. Jack plia la carte et la glissa dans sa poche, puis se déplaça vers la fenêtre où il pourrait observer sans être vu. Un cavalier seul était assis sur son cheval à la lisière de la ville abandonnée, assez près pour surveiller, mais assez loin pour éviter une confrontation immédiate. Même à cette distance, Jack reconnut la qualité de l'équipement de l'homme et la manière prudente dont il se positionnait pour une fuite rapide. C'était l'étranger de la vente aux enchères, et il suivait les mouvements de Jack avec une compétence professionnelle. Pendant plusieurs minutes, le chasseur et le chassé s'observèrent à travers les ruines de Cedar Falls. L'étranger ne fit aucun mouvement pour s'approcher, se contentant de maintenir sa surveillance à une distance sûre. Jack considéra ses options. Il pouvait essayer de contourner et d'affronter l'homme directement, ou il pouvait utiliser sa connaissance du pays pour perdre son poursuivant dans le labyrinthe de canyons et de crêtes qui coupait ce territoire. Au lieu de cela, il choisit une troisième option. Marchant délibérément vers la porte de l'école, Jack sortit et se tint bien en vue, ses mains détendues le long de son corps, mais prêt à tout ce qui pourrait arriver. Le message était clair. Il savait qu'il était observé et il ne fuyait pas. L'étranger l'étudia pendant un long moment, puis toucha le bord de son chapeau dans ce qui aurait pu être un salut ou un avertissement. Sans un mot, il fit faire demi-tour à son cheval et repartit par où il était venu, disparaissant dans les bois avec la grâce fluide d'un homme qui avait passé sa vie à éviter de se faire remarquer. Jack attendit que le son des sabots se soit complètement estompé avant de retourner à son propre cheval. La rencontre lui avait appris plusieurs choses importantes. Son poursuivant était doué et patient, mais pas immédiatement hostile. L'homme aurait pu tirer de sa position parmi les arbres, aurait pu tenter une embuscade alors que Jack était distrait par la carte. Au lieu de cela, il avait choisi de révéler sa présence et de se retirer lorsqu'il avait été confronté. Cela suggérait quelqu'un jouant à plus long terme, quelqu'un qui voulait Jack vivant et en mouvement, plutôt que mort et enterré. La question était de savoir si cette personne était un ami ou un ennemi, et si la carte dans la poche de Jack le menait vers des réponses ou vers le genre d'ennui dont les hommes ne sortent pas vivants. Le trajet de retour vers Dry Ridge donna à Jack le temps de réfléchir à la carte et à ce qu'elle pouvait signifier. Si Sarah avait effectivement parcouru l'itinéraire indiqué sur le papier, elle s'était déplacée régulièrement vers l'ouest, en direction du territoire de l'Oregon, gardant une longueur d'avance sur quelque chose ou quelqu'un qui avait rendu le fait de rester au même endroit dangereux. Les dates suggéraient un modèle de mouvement tous les 2 à 3 ans, exactement ce que ferait quelqu'un qui essaierait de garder une longueur d'avance sur des poursuivants qui n'abandonneraient jamais vraiment la chasse. Au moment où Jack atteignit sa cabane, le soleil se couchait derrière les sommets, peignant le ciel dans des tons de rouge et d'or qui lui rappelaient les feuilles d'automne et le vieux sang. Il mit son cheval à l'écurie et entra, où les objets de la caisse de son père étaient toujours là, étalés sur la table comme des accusations, attendant des réponses. La carte de l'école rejoignit les autres artefacts, une autre pièce d'un puzzle qui devenait plus complexe et dangereux à chaque révélation. Quelqu'un voulait que Jack suive la trace de Sarah, mais il voulait aussi qu'il sache qu'il ne voyagerait pas seul. La question était de savoir si cette connaissance était conçue comme un avertissement ou une menace.
Jack passa la soirée à étudier la carte à la lueur de la lampe, comparant ses marques à sa propre connaissance du territoire. Le premier emplacement, marqué d'un X, se trouvait à environ 20 miles au nord-ouest de Cedar Falls, dans un pays suffisamment accidenté pour décourager les voyageurs occasionnels, mais praticable pour quelqu'un de déterminé et avec le bon équipement. S'il partait à l'aube, il pourrait l'atteindre avant le coucher du soleil et avoir encore assez de lumière pour l'explorer correctement. Le sommeil fut à nouveau agité, rempli de rêves où la voix de Sarah appelait son nom, et du bruit des pas d'un enfant courant juste devant lui, à travers des ombres qu'il ne parvenait pas tout à fait à pénétrer. Lorsqu'il se réveilla avant l'aube, Jack eut l'impression d'avoir passé la nuit à chevaucher dans un pays difficile plutôt qu'à dormir dans son propre lit. Il sella son cheval dans l'obscurité qui précédait l'aube, chargeant ses sacoches de provisions pour plusieurs jours dans la nature. Le revolver de son père reposait dans un étui sur sa hanche, non pas parce qu'il s'attendait à des ennuis immédiats, mais parce que 30 ans passés à rester en vie lui avaient appris qu'attendre et se préparer étaient deux choses complètement différentes. La piste au nord-ouest de Cedar Falls n'était guère plus qu'un chemin de gibier qui serpentait à travers des peuplements de pins et de trembles, suivant les contours naturels du terrain plutôt que de les combattre. Le cheval de Jack avançait prudemment sur le sol rocheux et le bois tombé, le pied sûr comme une chèvre de montagne, et patient avec le rythme lent que le pays accidenté exigeait. Au milieu de la matinée, il avait atteint la zone générale indiquée sur la carte, mais trouver l'emplacement exact s'est avéré plus difficile. Le X marquait un endroit près de ce que le cartographe avait étiqueté comme des pierres dressées, mais Jack ne vit aucune formation rocheuse évidente correspondant à cette description. Il passa 1 heure à chevaucher en cercle de plus en plus grand, cherchant tout ce qui pourrait servir de point de repère avant de les apercevoir. Les pierres n'étaient pas tant dressées que penchées, 3 piliers de granit qui surgissaient d'une petite clairière comme les doigts d'un géant enfoui. Le temps et la météo les avaient usés, mais leur disposition était trop régulière pour être naturelle. Quelqu'un les avait placés là délibérément, créant un monument ou un marqueur qui perdurerait longtemps après que les personnes qui l'avaient construit soient retournées à la poussière. Jack mit pied à terre et s'approcha des pierres à pied, notant comment la clairière autour d'elle avait été maintenue relativement exempte de broussailles malgré des décennies d'abandon. Quelqu'un avait entretenu cet endroit, ou du moins le visitait assez régulièrement pour empêcher la forêt de le récupérer entièrement. À la base de la pierre centrale, cachée sous un morceau de granit plat qui avait été soigneusement positionné pour paraître naturel, Jack trouva ce qu'il avait été amené à découvrir. La cache contenait des objets enveloppés dans du cuir huilé, plus de photographies, quelques bijoux et surtout une boussole en laiton qu'il reconnut immédiatement. La boussole avait appartenu à son père, un instrument de précision que Jerome Stover avait transporté pendant ses années d'entrepreneur en transport de fret. Jack se souvenait avoir regardé son père vérifier leur direction lors de voyages de camping en famille, à l'époque où ils faisaient encore de tels voyages ensemble, avant que leur relation ne se détériore de façon irrémédiable. Le laiton était terni maintenant, mais l'aiguille pivotait toujours avec précision, et gravées au dos se trouvaient les initiales JS, dans la même écriture fluide qui marquait le revolver de son père. De manière plus significative, quelqu'un avait gratté des marques supplémentaires sur le cadran de la boussole, de minuscules flèches pointant vers des degrés spécifiques qui correspondaient à des directions ne figurant sur aucune carte standard. Jack étudia ces modifications, les reconnaissant comme le genre de direction codée que les hommes utilisaient quand ils avaient besoin de cacher des informations précieuses à la vue de tous. Les photographies dans la cache montraient Sarah et Thomas à différentes étapes de leur voyage vers l'ouest. Sur les premières images, prises peut-être 1 an après qu'elle ait quitté Jack, le garçon semblait marcher avec assurance et avait pris la carrure robuste d'un enfant de la frontière. Sarah semblait plus âgée, plus usée par les voyages constants et l'incertitude, mais ses yeux gardaient toujours la force qui avait d'abord attiré Jack vers elle. Les photographies plus récentes racontaient une histoire différente. Au moment où Thomas semblait avoir 6 ou 7 ans, la mère et le fils regardaient tous les deux par-dessus leur épaule avec la lassitude des gens qui se savaient chassés. Sarah avait perdu du poids, son visage portant les angles vifs d'une inquiétude chronique, tandis que le garçon avait développé la posture prudente d'un enfant qui avait appris que les mouvements soudains pouvaient signifier le danger. La dernière photographie de la collection glaça le cœur de Jack.
Elle montrait la tombe de Sarah, une simple croix en bois portant son nom, et les dates 1825 à 1861. Elle avait 36 ans quand elle est morte, encore assez jeune pour avoir de nombreuses années devant elle. Mais la frontière l'avait réclamée, comme elle réclamait tant de ceux qui essayaient de se construire une vie dans son étreinte cruelle. Debout à côté de la tombe sur la photographie se trouvait Thomas, maintenant clairement un jeune homme de peut-être 21 ans, son visage portant l'expression dure de quelqu'un qui avait enterré sa mère dans un pays hostile, sans personne d'autre sur qui compter que lui-même. Le garçon avait grandi, grand et mince, avec le genre de carrure qui suggérait une force acquise par nécessité plutôt que par loisir. Même sur l'image fanée, Jack pouvait voir quelque chose de lui-même dans la posture du jeune homme et la position de ses épaules. Mais c'était ce que Thomas tenait dans ses mains qui fit s'arrêter le souffle de Jack dans sa gorge. Un paquet enveloppé dans du tissu, le même genre de paquet qui avait contenu les effets personnels du père de Jack. Le jeune homme tenait l'héritage de son grand-père, se préparant à porter en avant le fardeau des secrets et des affaires inachevées qui semblaient passer d'une génération de Stover à la suivante. Le bruit de chevaux en approche brisa la concentration de Jack. Il réenveloppa rapidement les photographies et la boussole, les sécurisant dans ses sacoches avant de se déplacer vers une position où il pourrait observer la clairière sans être facilement vu. 2 cavaliers émergèrent de la limite des arbres, se déplaçant avec l'aisance confiante d'hommes qui savaient exactement où ils allaient. Jack reconnut immédiatement l'un d'eux, l'étranger de la vente aux enchères qui avait suivi ses mouvements. Le deuxième homme était plus âgé, avec le genre de visage patiné qui parlait de décennies passées dans un pays dur à faire un travail plus dur. Les 2 hommes étaient bien armés et alertes, leurs yeux scrutant la clairière à la recherche de signes d'une présence récente. « Il a été ici », dit l'homme plus âgé, sa voix portant clairement dans l'air calme. « Les traces de cheval sont fraîches, probablement dans la dernière heure. » « Il lui a fallu plus de temps que prévu pour comprendre les directions de la boussole, » répondit l'étranger. « Peut-être que le vieux Jérôme n'a pas appris autant de choses à son garçon que nous le pensions. » La mention du nom de son père d'une manière aussi décontractée et familière fit courir un frisson le long de la colonne vertébrale de Jack. Ces hommes en savaient plus sur l'histoire de sa famille qu'ils n'en avaient révélé, et ils avaient guidé ses mouvements depuis le début. La carte, la cache, probablement même la vente aux enchères de l'unité de stockage elle-même, tout avait été arrangé pour le conduire sur un chemin spécifique. « Quel est le prochain mouvement ?» demanda le plus jeune. « Nous le laissons suivre la piste. Il a besoin de comprendre ce qui est arrivé à la femme et au garçon avant d'être prêt à conclure à marcher. » La voix de l'homme plus âgé portait l'autorité de quelqu'un habitué à donner des ordres et à ce qu'il soit suivi. « Mais nous devons être prêts quand il atteindra la fin de celle-ci. Certaines connaissances changent un homme, et pas toujours pour le mieux. » Ils remontèrent à cheval et repartirent, laissant Jack seul avec ses pensées qui se bousculaient et la boussole qui pointait vers des vérités qu'il n'était pas sûr de vouloir découvrir. Mais le choix était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Quelque part devant lui, en suivant le chemin que l'instrument de son père révélerait, se trouvaient les réponses aux questions qu'il avait hantées pendant 30 ans. Reste à savoir si ces réponses lui apporteraient la paix ou la guerre. Jack passa la nuit dans la cabane de son père, lisant le journal à la lueur d'une bougie, et essayant de réconcilier l'homme qu'il avait connu avec la figure complexe révélée dans ses pages. Quand l'aube se leva sur les sommets de la montagne, il sut qu'il devait suivre la piste jusqu'à sa fin, peu importe où elle pourrait mener. La boussole pointait vers le nord-ouest, en direction de la frontière de l'Oregon, et de la vérité qui l'y attendait, quelle qu'elle soit. Le voyage dura 3 jours à travers un pays de plus en plus difficile. Jack poussa sa monture, poussé par le sentiment que le temps pressait, et que les hommes qui le suivaient lui laissaient de l'avance pour des raisons qui pourraient ne pas rester bienveillantes très longtemps. Son cheval devint décharné à cause du rythme et des rares pâturages disponibles dans les hautes terres, mais l'animal semblait ressentir l'urgence de son cavalier et continuait d'avancer sans se plaindre. Le 3e soir, en suivant les indications de la boussole qui le menait à travers un canyon étroit, à peine assez large pour un cheval et son cavalier, Jack émergea dans une vallée qui lui coupa le souffle. Caché parmi les pics imposants, abrité du vent et des intempéries par des murs de pierre, se trouvait une colonie qui n'aurait pas dû exister. Beaver Creek,
selon un panneau patiné à l'entrée de la vallée. Population 47. La ville était petite mais semblait prospère, avec des cabanes soignées, un magasin général, une forge et même une petite église avec un clocher qui accrochait la lumière du soir. De la fumée s'élevait des cheminées, et Jack pouvait voir les gens s'affairer à leurs tâches du soir avec la confiance tranquille de ceux qui ont trouvé leur place dans le monde et ont l'intention de la garder. Ce qui le frappa le plus à propos de Beaver Creek, c'était sa facilité à être défendu. La vallée n'avait qu'une seule entrée, facilement surveillée et encore plus facilement défendue par quelques hommes déterminés armés de fusils. Ce n'était pas seulement une colonie, c'était un refuge, un endroit où les gens pouvaient disparaître du reste du monde et se construire une vie libre des troubles qui les avaient poussés à chercher sanctuaire. Jack descendit lentement la rue principale de la vallée, très conscient de l'attention que son arrivée attirait. Les hommes s'arrêtaient dans leur travail pour l'étudier avec les yeux prudents de personnes qui avaient appris à évaluer les étrangers rapidement et minutieusement. Les femmes rassemblaient les enfants plus près d'elles, et plus d'une main dériva vers une arme avant que les habitants de la ville ne décident apparemment qu'il n'était pas une menace immédiate. Le magasin général servait de lieu de rassemblement informel de la ville, et Jack attacha son cheval au poteau à l'extérieur avant de monter sur le porche couvert. À travers les fenêtres, il pouvait voir plusieurs hommes en conversation, leur voix portant les tons bas et sérieux de personnes discutant d'affaires importantes. « Je peux vous aider, monsieur ?» Jack se retourna pour trouver une femme dans la cinquantaine qui l'observait depuis l'entrée du magasin. Elle avait des cheveux bruns grisonnants et des yeux intelligents à qui rien n'échappait, et quelque chose dans sa posture suggérait qu'elle était bien plus qu'une simple commerçante. C'était quelqu'un vers qui les habitants de Beaver Creek se tournaient pour obtenir des conseils. « Je m'appelle Jack Stove », dit-il, en retirant son chapeau dans le geste poli que sa mère lui avait appris des décennies plus tôt. « Je cherche des informations sur des personnes qui auraient pu passer par ici il y a des années. Une femme nommée Sarah Whitmore et son fils Thomas. » L'expression de la femme ne changea pas, mais Jack perçut le léger resserrement autour de ses yeux qui suggérait que ces noms signifiaient quelque chose pour elle. « Je suis Martha Henley, » répondit-elle. « Mon mari et moi tenons le magasin ici. Ça fait près de 20 ans qu'on est à Beaver Creek. » Elle fit une pause, étudiant le visage de Jack avec l'intensité de quelqu'un qui essaie de résoudre un puzzle. « Vous avez dit Stover. Ce nom m'est familier. » Avant que Jack ne puisse répondre, un jeune homme émergea de l'intérieur du magasin. Grand, mince, avec des cheveux noirs et des yeux qui étaient d'une familiarité troublante. Il semblait être au début de la trentaine, avec le genre de carrure qui suggérait une vie passée à travailler de ses mains, et la posture alerte de quelqu'un habitué à surveiller son environnement à la recherche d'ennui. « Maman, tout va bien ici ?» demanda le jeune homme, son regard fixé sur Jack avec une intensité qui fit se dresser les cheveux sur la nuque de ce dernier. « Daniel, voici Jack Stove. Il dit qu'il cherche des informations sur Sarah Whitmore et son garçon. » La voix de Martha portait un poids qui suggérait des significations plus profondes, cachées sous la conversation de surface. Le jeune homme, Daniel, devint très immobile, sa main descendant inconsciemment vers le revolver sur sa hanche. « Sarah Whitmore est morte il y a 15 ans, dit-il lentement. Nous l'avons enterrée sur la colline à côté de l'église. » Jack sentit le monde basculer autour de lui, comme si le sol sous ses pieds était soudainement devenu moins solide. « Et son fils, Thomas ?» « Thomas Whitmore est mort en défendant cette ville contre des pillards il y a 8 ans, répondit Daniel, sa voix apportant le contrôle prudent d'un homme discutant de souvenirs douloureux. Il a pris 3 balles, mais a tenu le passage assez longtemps pour que les femmes et les enfants se mettent à l'abri. Nous l'avons enterré à côté de sa mère. Les mots frappèrent Jack comme des coups physiques, lui coupant le souffle et le laissant lutter pour assimiler ce qu'il venait d'entendre. Son fils, l'enfant dont il ignorait l'existence, était mort, l'était depuis 8 ans. Toutes ces années de questionnement, tout cet espoir qu'il avait porté sans même s'en rendre compte, s'effondrèrent en un chagrin si soudain et total qu'il menaçait de le jeter à genoux. « Thomas avait une famille, » dit doucement Martha, comme si elle comprenait ce que Jack ressentait. « Une femme et un petit garçon. Rebecca est morte en couche 4 ans après le décès de Thomas, mais le garçon a survécu. Un petit gars intelligent. Il ressemble exactement à son papa à cet âge. »
Jack leva les yeux pour étudier le visage de Daniel plus attentivement, voyant maintenant ce qu'il avait manqué auparavant. La forme du nez, la position des oreilles, la façon dont le jeune homme tenait ses épaules. Ce n'étaient pas seulement des traits familiers, c'étaient des traits familiaux, transmis à travers des générations d'hommes Stover. « Quel âge a le garçon » demanda Jack, bien qu'il pensât déjà connaître la réponse. « 12 ans au printemps dernier » répondit Daniel. « Il s'appelle Timothy, mais on l'appelle Tim. Il vit avec Martha et moi depuis la mort de sa mère. Nous l'élevons comme notre propre fils. » Jack s'affaissa sur les marches de bois du magasin, submergé par l'ampleur de ce qu'il découvrait. Il n'avait pas seulement trouvé la trace de son fils, il avait trouvé son petit-fils, un garçon qui portait le sang des Stover, mais qui portait le nom d'un autre homme, qui vivait dans cette vallée, caché dans l'ignorance totale de son véritable héritage. « C'est vous, n'est-ce pas ?» dit soudainement Daniel. « Vous êtes le père de Thomas, le chasseur de primes dont Sarah parlait toujours. » Jack hocha la tête, incapable de trouver sa voix. « Elle parlait de vous presque tous les jours, surtout vers la fin. Elle disait qu'elle avait fait le choix le plus difficile de sa vie en vous quittant, mais qu'elle l'avait fait par amour, pas par manque d'amour. » Daniel s'assit à côté de Jack sur les marches, son hostilité remplacée par quelque chose qui ressemblait à de la sympathie. Thomas a grandi en sachant qu'il avait un père quelque part, mais Sarah lui a fait promettre de ne jamais aller le chercher. Elle disait que ça n'apporterait que des ennuis à des gens qui ne le méritaient pas. « Elle avait raison, » dit doucement Jack. « Les ennuis arrivent, et c'est de ma faute pour avoir remué des choses qui auraient dû rester enterrées. » Martha les rejoignit sur le porche, l'expression troublée. « Quel genre d'ennui ?» Jack leva les yeux vers elle, puis vers Daniel, pesant ce qu'il devait révéler et ce qu'il devait garder caché. Ces gens avaient offert un sanctuaire à son fils et à son petit-fils, avaient construit des vies ici, dans cette vallée cachée, où le monde extérieur ne pouvait les atteindre. Mais le monde extérieur les atteignait maintenant, et il venait parce que Jack avait ouvert des portes qui auraient dû rester fermées. « Il y a des hommes qui me suivent, » dit-il finalement. « Des hommes dangereux qui croient que ma famille a une dette envers eux. Quelque chose qui remonte à loin. Je pensais que je chassais juste des fantômes, mais je les ai menés directement à vous. »« Combien d'hommes » demanda Daniel, sa main vérifiant inconsciemment son revolver à nouveau. « Au moins 2 dont je suis sûr, peut-être plus. Ils suivent mes mouvements depuis que j'ai trouvé de vieux objets de famille dans une vente aux enchères de garde-meubles. Je pense qu'ils veulent des informations sur de l'or que mon père a volé il y a 30 ans. » Martha et Daniel échangèrent un regard qui en disait long, une communication muette. « Votre père, » dit lentement Martha, « ce ne serait pas Jerome Stover par hasard ?» Jack hocha la tête, surpris par la reconnaissance dans sa voix. « Thomas nous a parlé de son grand-père. Il a dit que Jerome avait rendu visite à Sarah une fois, peu de temps avant sa mort. Il lui a donné quelque chose à garder en sécurité, lui a dit que c'était pour le garçon quand il serait grand. » Martha se leva, époussetant son tablier. « Daniel, je pense qu'il est temps que nous montrions à M. Stover ce que Thomas a laissé pour son fils. » Ils menèrent Jack à l'intérieur du magasin et franchirent une porte qui ouvrait sur les quartiers d'habitation de la famille Henley. Dans la chambre du fond, Martha souleva une lame de parquet détachée et en retira un paquet de tissus que Jack reconnut immédiatement. Le même type de toile huilée que son père avait utilisé pour protéger les documents importants. À l'intérieur du paquet se trouvaient des papiers qui firent battre le cœur de Jack à tout rompre. Un certificat de naissance indiquant Thomas Stover comme le père de Timothy Jerome Whitmore. Des papiers d'adoption montrant que Daniel et Martha Henley avaient légalement pris la responsabilité du garçon après la mort de Rebecca. Et surtout, une lettre adressée pour le grand-père de Timothy quand il viendra le chercher. Jack ouvrit la lettre d'une main tremblante et lut les mots de son fils décédé. « Si tu lis ceci, c'est que tu nous as enfin trouvés. Et j'espère que cela signifie que tu as aussi trouvé une certaine paix. Mère m'a raconté des histoires sur toi, sur l'homme que tu étais avant que le monde ne te rende dur, sur l'amour que vous partagiez et qui était assez fort pour survivre même à la séparation. Je ne mentirai pas en disant que je n'ai jamais ressenti de ressentiment pour ton absence,
Mais je comprends maintenant pourquoi Mère a fait le choix qu'elle a fait. Certains hommes sont nés pour des vies douces, et d'autres pour des chemins plus difficiles. Tu es né pour le chemin difficile, mais cela ne te rend pas moins digne d'amour ou de famille. Si quelque chose m'est arrivé, si je ne suis pas là pour élever mon fils, alors je te fais confiance pour aider Timothy à comprendre d'où il vient sans en être accablé. C'est un bon garçon avec un bon cœur, et il mérite une chance d'avoir la vie paisible que ni toi ni moi n'avons été autorisés à vivre. L'or que tu cherches est caché là où grand-père Jérôme me l'a montré avant de mourir. Timothy en héritera un jour, mais seulement si tu penses qu'il est prêt pour ce qui l'accompagne. Certains héritages sont plus lourds que l'or, et certains prix sont trop élevés pour qu'un homme puisse les payer. Ton fils, Thomas. Jack finit de lire et leva les yeux pour trouver Daniel et Martha qui l'observaient avec des expressions de profonde sympathie et d'inquiétude grandissante. « Les hommes qui vous suivent, dit Daniel, ils ne cherchent pas seulement de l'or, n'est-ce pas? Ils cherchent le garçon. » La question de Jack sur les hommes qui poursuivaient Timothy flottait dans l'air comme la fumée d'un feu de prairie, visible, menaçante et impossible à ignorer. Le visage de Daniel s'était durci avec le genre de détermination que Jack reconnaissait dans son propre miroir. Le regard d'un homme qui se prépare à se battre pour ce qui compte le plus. « Parlez-moi de ces hommes, dit Daniel, sa voix portant l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait dirigé d'autres personnes pendant des périodes dangereuses. Combien sont-ils? Comment sont-ils armés? Et que savent-ils de cet endroit? Au moins 2, peut-être plus maintenant. Bien montés, bien équipés, et ils traquent mes mouvements depuis des jours. » Jack posa soigneusement la lettre de son fils sur la table, la traitant avec le respect dû aux mots écrits par les morts. Ils en savent assez sur l'histoire de ma famille pour avoir tout orchestré depuis la vente aux enchères jusqu'à maintenant. Toute cette affaire, trouver la caisse, suivre la piste, se retrouver ici, tout a été planifié. Martha s'approcha de la fenêtre, ses yeux scrutant l'entrée de la vallée avec la vigilance habituelle de quelqu'un qui a appris à guetter les ennuis. « Combien de temps pensez-vous que nous avons ? » Pas longtemps. Ils ont gardé leur distance, me laissant les mener là où ils voulaient aller. Mais maintenant que j'ai trouvé ce qu'ils cherchent vraiment, ils n'attendront plus très longtemps. Jack se leva, son esprit passant déjà en revue les possibilités défensives. Nous devons mettre Timothy en sécurité et nous préparer à un combat. Timothy est à l'école, dit Daniel. Martha s'en occupe 3 jours par semaine pour les enfants de la vallée. Il y a 8 enfants en tout, âgés de 6 à 14 ans. Si des ennuis arrivent, nous devons penser à eux tous, pas seulement à Tim. Jack sentit le poids de la responsabilité s'installer sur ses épaules comme un manteau familier. Ces gens avaient construit quelque chose de précieux dans cette vallée cachée, une communauté où les enfants pouvaient grandir à l'abri de la violence qui frappait le monde extérieur. Maintenant, à cause de l'héritage sanglant de sa famille, cette sécurité était sur le point d'être brisée. « Les femmes et les enfants peuvent-ils être évacués ?» demanda-t-il. « Il y a un vieux puits de mine de l'autre côté de la vallée, à environ 3 kilomètres à travers un terrain accidenté. Nous l'avons préparé comme abri en cas d'attaques indiennes ou d'autres problèmes. De la nourriture, de l'eau, des couvertures, assez de provisions pour 1 semaine si nécessaire. » Martha se détourna de la fenêtre, son expression sombre mais résolue. « Mais pour y arriver, il faut traverser un terrain découvert. Et si ces hommes sont aussi professionnels que vous le pensez, ils surveilleront l'entrée de la vallée. » Daniel hocha la tête en direction du râtelier d'armes monté sur le mur. « Nous avons 23 hommes à Beaver Creek qui savent manier un fusil, plus peut-être 5 ou 6 femmes qui tirent assez bien pour faire la différence. La plupart d'entre nous ont déjà connu des ennuis d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'on a atterri ici en premier lieu. »« Quel genre d'ennui vous a amené ici ?» demanda Jack, reconnaissant les signes d'hommes qui avaient vécu la violence et y avaient survécu. « J'étais sergent dans l'armée pendant les guerres indiennes, » répondit Daniel. « J'ai vu assez de tueries pour plusieurs vies avant de décider qu'il devait y avoir une meilleure façon de vivre. Martha et son défunt mari étaient fermiers au Kansas jusqu'à ce que les guerres frontalières rendent la situation impossible. La plupart des gens ici ont des histoires similaires, de bonnes personnes qui ont été prises dans de mauvaises passes et qui sont venues chercher la paix. » Jack comprenait ce sentiment mieux que quiconque. Le désir d'échapper à la violence,
de trouver un endroit où le passé ne pourrait pas suivre, c'était ce qui l'avait conduit à Dry Ridge 30 ans plus tôt. Mais la paix était une chose fragile, et elle ne durait que jusqu'à ce que quelqu'un avec une arme décide de la prendre. « Montrez-moi les positions défensives, dit-il, et parlez-moi de cet abri dans le puits de mine. Si nous allons protéger ces gens, je dois comprendre le terrain. » Ils passèrent l'heure suivante à parcourir la vallée, Daniel soulignant les avantages naturels et les vulnérabilités de la position de Beaver Creek. L'unique entrée était en effet un goulot d'étranglement idéal, qui pouvait être tenu par quelques défenseurs déterminés, mais c'était aussi un piège potentiel si les attaquants étaient assez patients pour assiéger. « Le puits de mine est ici, » dit Daniel en pointant vers une ouverture dissimulée dans la paroi ouest de la vallée. Un système de grottes naturelles qui se connecte à plusieurs sorties de l'autre côté de la montagne. Un homme qui connaît les itinéraires pourrait sortir et contourner par derrière quiconque tiendrait l'entrée principale. « Ou aller chercher de l'aide » suggéra Jack. « Ça aussi, bien que l'aide soit très loin. Le poste de l'armée le plus proche est à 3 jours de route difficile, et le bureau du marshal territorial est encore plus loin. » Ils revenaient vers la ville quand Martha vint à leur rencontre, le visage pâle d'inquiétude. « Daniel, il faut que tu vois ça. » Elle les mena vers une petite colline qui offrait une vue sur l'entrée de la vallée, où un cavalier seul était assis sur son cheval bien en vue, ne tentant aucunement de se cacher. Même à cette distance, Jack reconnut la qualité de l'équipement de l'homme et la manière délibérée dont il s'était positionné. « C'est l'un d'eux, » dit Jack. « Il nous fait savoir qu'ils sont là, que le temps de la fuite est révolu. » « Juste un homme. » Daniel plissa les yeux vers la silhouette lointaine. « On pourrait peut-être... » « Non. » La voix de Jack portait l'autorité de l'expérience. « C'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Celui que nous voyons est là pour attirer notre attention pendant que les autres se mettent en position. Tactique militaire classique. Fixer l'attention de l'ennemi pendant qu'on manœuvre pour prendre l'avantage. » Comme pour confirmer ses dires, Martha pointa vers le bord est de la vallée. « Du mouvement là-haut. Au moins 2 autres cavaliers, peut-être 3. » Il n'essaie plus de se cacher, réalisa Jack. Ils veulent qu'on sache qu'on est encerclé. Ils veulent qu'on se sente pris au piège, pour qu'on soit plus enclin à négocier. Négocier quoi ? Demanda Daniel. Jack pensa au journal de son père, alors qui avait coûté tant de vies au fil des décennies, au cycle de violence qui semblait suivre sa famille comme une malédiction. Ils veulent l'emplacement de la cage d'or de mon père, et ils veulent Timothy comme assurance de ma coopération. Le garçon représente le dernier lien avec les secrets de la famille Stover. S'il m'arrivait quelque chose, il serait le seul à pouvoir les mener un jour à ce qu'ils cherchent. La cloche de l'école commença à sonner au loin, son carillon frénétique traversant la vallée comme un appel à l'aide. Martha se mit à courir, suivie de près par Jack et Daniel. Ils trouvèrent l'école dans le chaos, les enfants blottis les uns contre les autres, tandis que leur institutrice, une jeune femme d'à peine 20 ans, essayait de maintenir le calme malgré sa terreur évidente. « Des hommes sont venus aux fenêtres », haleta-t-elle en voyant Martha. Ils regardaient les enfants, les pointaient du doigt et parlaient. L'un d'eux avait une photo qu'il comparait au visage. Jack sentit une certitude glaciale s'installer dans son estomac. Ils identifient Timothy. Ils veulent être sûrs d'attraper le bon enfant. « Où est-il » demanda Daniel. « Ici. » Un garçon s'avança de parmi les enfants blottis, et le cœur de Jack faillit s'arrêter. Timothy était le portrait craché de Thomas à cet âge, avec les mêmes cheveux noirs et les mêmes yeux intelligents, la même mâchoire têtue dont Jack se souvenait de sa propre enfance. Mais il y avait autre chose sur le visage du garçon, une douceur que ni Jack ni son père n'avaient possédée. Une qualité qui parlait d'amour et de sécurité plutôt que de violence et de peur. « Timothy, » dit doucement Martha, « ce sont des hommes dangereux qui veulent te faire du mal à cause de ce qu'était ton grand-père. Nous allons t'emmener dans un endroit sûr, mais tu dois être courageux et faire exactement ce que nous te disons. » Le garçon hocha solennellement la tête, montrant le genre d'acceptation mature que les enfants de la frontière développaient tôt. « Est-ce que je suis dans les ennuis à cause de quelque chose que mon vrai papa a fait ? » « Non, mon garçon, » dit Jack en s'agenouillant pour pouvoir regarder le garçon dans les yeux à son niveau. « Tu as des ennuis à cause de quelque chose que ton arrière-grand-père a fait bien avant ta naissance. Mais je suis là maintenant,
et je vais m'assurer qu'il ne t'arrive rien. » Timothy étudia le visage de Jack avec l'intense examen que seuls les enfants savent faire. « Êtes-vous mon grand-père? Celui dont maman Sarah parlait? »« Je le suis. Elle a dit que vous étiez un homme bon qui avait fait de mauvais choix. Elle a dit que peut-être un jour vous retrouveriez le chemin de votre famille. » Jack sentit sa gorge se serrer sous l'effet d'émotions qu'il croyait enfouies depuis des décennies. « C'était une femme sage, ta grand-mère, et elle avait raison. Je retrouve le chemin de ma famille, mais d'abord, nous devons te mettre en sécurité. » Ils organisèrent l'évacuation rapidement, Martha conduisant les enfants et 3 hommes armés vers le puits de mine, tandis que Daniel et les autres défenseurs se préparaient à tenir l'entrée de la vallée. Jack se retrouva tiraillé entre son désir de protéger Timothy directement et sa reconnaissance que le garçon serait plus en sécurité avec le groupe d'évacuation. En fin de compte, ce fut Timothy lui-même qui prit la décision. « Je devrais rester avec vous, » dit-il doucement à Jack. « Si ces hommes veulent quelque chose de notre famille, je peux peut-être aider. »« Non, » dit fermement Jack. « Ton travail est de rester en vie et de grandir pour être meilleur que les hommes qui t'ont précédé. Mon travail est de m'assurer que tu aies cette chance. » Alors que le groupe d'évacuation disparaissait dans le crépuscule naissant, Jack vérifia le revolver de son père une dernière fois et prit position parmi les défenseurs. Quelque part là-dehors, dans l'obscurité, des hommes se mettaient en position pour ce qui serait soit une négociation, soit une bataille. Quoi qu'il en soit, Jack avait l'intention de s'assurer que son petit-fils vive pour voir une autre aube. L'entrée de la vallée était calme maintenant, mais Jack pouvait sentir des yeux les observer depuis les crêtes environnantes. Le temps de la fuite était révolu. Le temps de se cacher était passé. Le lendemain apporterait le règlement de compte qui se préparait depuis 30 ans, et Jack apprendrait enfin si le nom des Stover serait associé à la violence et à la mort, ou à la protection de vies innocentes. Dans sa poche, la boussole de son père pointait inexorablement vers le nord, vers la cage d'or qui avait déclenché toute cette affaire sanglante. Bientôt, très bientôt, Jack devrait décider si certains héritages valaient la peine d'être réclamés, ou si certaines légendes valaient mieux être enterrées dans la nature sauvage des montagnes, où elles ne pourraient plus jamais faire de mal à personne. L'aube se leva sur Beaver Creek avec le calme trompeur qui précédait souvent la violence. Jack avait passé la nuit dans une tranchée à fusil hâtivement construite près de l'entrée de la vallée, surveillant les lignes de crête à l'affût de tout mouvement et réfléchissant aux étranges tournants que la vie pouvait prendre. 30 ans plus tôt, il avait été un jeune homme fuyant l'héritage de son père. Maintenant, il était un vieil homme se préparant à se battre pour l'avenir de son petit-fils. L'attaque, lorsqu'elle survint, arriva avec la brume matinale. Jack repéra le premier éclair de bouche depuis la crête est juste au moment où Daniel criait un avertissement depuis sa position près de l'école. La balle siffla près de la tête de Jack, assez près pour qu'il sente le vent de son passage, et s'encastra dans le mur de rondins derrière lui avec un bruit sourd qui en disait long sur ses intentions sérieuses. « Ils ne sont pas venus pour parler !» cria Daniel en actionnant le levier de sa Winchester pour charger une nouvelle cartouche. Jack roula vers une nouvelle position alors que d'autres coups de feu retentissaient depuis les hauteurs environnantes. Les attaquants avaient bien choisi leurs emplacements, se positionnant sur les crêtes d'où ils pouvaient tirer vers le bas dans la vallée tout en restant relativement protégés des tirs de riposte. C'était le genre de réflexion tactique qui parlait d'expérience militaire plutôt que d'une simple ruse de hors-la-loi. « Combien en comptez-vous » La voix de Martha porta depuis le magasin général où elle avait pris position avec le vieux fusil Springfield de son mari. « Au moins 6 tireurs », répondit Jack, suivant les éclairs des bouches à feu et essayant d'identifier les positions individuelles. « Peut-être plus, ils nous ont plutôt bien ciblés. » Une nouvelle voix s'éleva de l'entrée de la vallée, forte et confiante malgré les tirs. « Jack Stove, je veux parler !» Jack reconnut l'autorité dans cette voix. C'était quelqu'un habitué à donner des ordres et à ce qu'il soit obéi. Il plaça ses mains en porte-voix autour de sa bouche et cria en retour. « Alors arrêtez de tirer et commencez à parler !» Les coups de feu cessèrent aussi brusquement qu'ils avaient commencé, laissant la vallée silencieuse, à l'exception de l'écho lointain des derniers tirs rebondissant sur les sommets environnants. Après plusieurs minutes, un cavalier seul émergea de la lisière des arbres
et avança lentement vers le centre de la vallée, ses mains délibérément visibles et vides. L'homme avait la soixantaine, les cheveux argentés et le genre de visage patiné qui témoignait de décennies passées dans des contrées rudes. Il montait son cheval avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa capacité à gérer les problèmes, quels qu'ils soient. Même de loin, Jack pouvait voir la ressemblance familiale avec le jeune homme qui l'avait suivi. « Je m'appelle Caleb Markham !» cria le cavalier lorsqu'il fut assez près pour converser. « Fils de Silas Markham, petit-fils de l'homme que ton père a assassiné il y a 30 ans. » Jack se leva de sa tranchée, gardant ses mains visibles, mais prêt à bouger rapidement si nécessaire. « Ton grand-père était un hors-la-loi et un tueur. Mon père était un chasseur de primes qui faisait son travail. Mon grand-père essayait de récupérer un bien volé, de l'or qui appartenait à notre famille par droit de sang et de sacrifice. » La voix de Markham portait la conviction d'un homme qui avait passé sa vie entière à croire en la justesse de sa cause. Ton père était un voleur et un meurtrier qui se cachait derrière un insigne pour justifier ses crimes. Que veux-tu, Markham? La justice, le retour de ce qui a été volé et la fin d'une dette qui a été portée trop longtemps par trop de générations. Markham fit une pause, laissant ses paroles s'enfoncer. Je veux l'emplacement de cette cage d'or et je veux le garçon. Il est le dernier de la lignée des Stover, ce qui le rend responsable des crimes de sa famille. Jack sentit quelque chose de froid et de mortel s'installer dans sa poitrine. Le même sentiment qui l'avait envahi pendant ses jours de chasseur de primes lorsque les négociations échouaient et que la violence devenait inévitable. Le garçon est innocent, il ne sait même rien de l'or. L'innocence est un luxe qui prend fin quand les dettes familiales arrivent à échéance, répondit Markham. Mais je ne suis pas déraisonnable. Donne-moi l'emplacement de l'or et je laisserai le garçon vivre. Il viendra avec nous, bien sûr, comme assurance qu'aucun autre Stover ne viendra chercher ce qui ne leur appartient pas, mais il sera bien traité. Jack étudia le visage de l'homme, cherchant le moindre signe de tromperie ou de faiblesse. Ce qu'il vit à la place, ce fut la certitude absolue de quelqu'un qui croyait complètement en sa propre droiture, ce qui rendait Markham plus dangereux que n'importe quel simple hors-la-loi. « Et si je refuse ? Alors nous démonterons la vallée, bâtiment par bâtiment, jusqu'à ce que nous le trouvions. Ce sont de bonnes personnes ici, Stove. Ils ne méritent pas de souffrir pour les péchés de ta famille. Mais ils souffriront si tu forces ma main. » Jack regarda autour de lui les bâtiments de Beaver Creek, pensant aux familles qui avaient construit leur vie ici, aux enfants qui jouaient dans ces rues, à son petit-fils caché quelque part dans les montagnes avec Martha et les autres innocents. Ces gens avaient recueilli l'enfant d'un étranger et l'avaient élevé avec amour, avaient offert à Timothy le genre d'enfance que ni Jack ni son père n'avaient jamais connu. De son manteau, Jack sortit l'arme qui avait déclenché toute cette affaire sanglante. Le fusil modifié de son père, celui que Jérôme Stover avait caché pour l'affrontement final qu'il avait toujours su inévitable. Le fusil était une œuvre d'art, fabriquée sur mesure pour la précision et la fiabilité, avec des modifications qui le rendaient mortel à des distances où les armes ordinaires étaient inutiles. « Je vais te donner une réponse, Markham !» cria Jack, levant le fusil à son épaule dans un mouvement fluide. Le tir désarçonna Caleb Markham avant même qu'il ne puisse réagir, la lourde balle le faisant tournoyer sur le côté et le faisant tomber sur le sol de la vallée comme un sac de grains. Le cheval de l'homme s'écarta brusquement face à cette violence soudaine, laissant son cavalier immobile dans la poussière. Immédiatement, les lignes de crête explosèrent de tirs, alors que les hommes de Markham répondaient à la mort de leur chef avec la fureur d'anges vengeurs. Jack roula pour retourner dans sa tranchée, pendant que les balles sifflaient et faisaient des étincelles autour de lui. Mais il souriait sombrement, en actionnant le mécanisme du fusil et en cherchant sa prochaine cible. La guerre qui couvait depuis 30 ans avait enfin commencé. La bataille pour Beaver Creek fit rage pendant 3 heures, les défenseurs tenant leur position face à un nombre supérieur grâce à leur meilleure connaissance du terrain et à une détermination désespérée à protéger ce qu'ils avaient construit. Jack se déplaçait entre les positions défensives comme un fantôme, utilisant les compétences aiguisées au cours de 20 ans de chasse aux hommes dangereux pour transformer le chassé en chasseur. Mais la situation bascula lorsque le jeune Billy Henley, le neveu de Martha,
reçut une balle dans l'épaule alors qu'il essayait d'atteindre les munitions stockées dans la forge. Le garçon s'effondra lourdement, criant de douleur et de peur, et Jack réalisa qu'ils étaient lentement épuisés par un ennemi avec plus de munitions et de meilleures positions. « Daniel !» cria-t-il à travers l'espace qui séparait leurs tranchées. « Nous devons changer la donne avant qu'il ne nous saigne à blanc. »« Qu'as-tu en tête ?» Jack pensa à la boussole de son père, à l'emplacement qu'elle indiquait, à l'or qui avait déclenché toute cette affaire sanglante. Pendant 30 ans, la cache était restée cachée dans les montagnes, prenant de la valeur alors que des hommes mouraient en essayant de la trouver. Il était peut-être temps de mettre fin au mystère une fois pour toutes. De la poche de son manteau, Jack sortit un papier plié, la carte marquée pour la rédemption que son père avait cachée dans le boîtier de la boussole. Le document ne montrait pas seulement l'emplacement de l'or, mais le plan final de Jérôme Stover pour réparer les vies qu'il avait prises et les familles qu'il avait détruites. « Markham !» cria Jack pendant une accalmie dans les tirs. « Ton chef est mort, mais vous êtes toujours là. Ça me dit que ce n'est pas seulement une question de vengeance. Vous avez besoin de cet or pour quelque chose. » Une voix répondit de la crête Est, plus jeune que celle de Caleb Markham, mais portant la même autorité. « Je suis Marcus Markham, le fils de Caleb. Et tu as raison. Nous avons besoin de cet or pour sauver nos terres, pour payer des dettes qui remontent à des générations. Ta famille a volé notre avenir, et nous le voulons en retour. » Jack sentit les pièces du puzzle s'assembler. Ce n'était pas seulement une histoire de vieux crimes et de vieilles rancunes. La famille Markham se battait pour sa survie, et ils voyaient l'or voler comme leur seul salut. Ce désespoir les rendait plus dangereux que de simples chercheurs de vengeance, mais il donnait aussi à Jack quelque chose sur quoi travailler. « Et si je te disais que l'or a un prix dont ton grand-père n'a jamais eu connaissance ?» répondit Jack. « Et si Jérôme Stover avait laissé des instructions qui pourraient changer ta façon de voir toute cette situation ?»« Les mots ne coûtent rien, vieil homme. Montre-moi quelque chose de réel. » Jack prit une décision qui allait à l'encontre de tous les instincts de survie qu'il avait développés en 62 ans de vie dangereuse. Se levant de sa tranchée, il marcha à découvert au centre de la vallée. La carte de son père tenue bien haut, où tout le monde pouvait la voir. « Cette carte montre où l'or est enterré, » annonça-t-il, sa voix portant aux 4 coins de la vallée. « Mais elle montre aussi ce que mon père avait l'intention d'en faire avant de mourir. » Lentement, prudemment, des hommes armés commencèrent à émerger de leur position des 2 côtés. Les défenseurs de Beaver Creek gardaient leurs armes prêtes, mais retenaient leurs tirs, tandis que les hommes de Markham descendaient des crêtes avec les mouvements prudents de prédateurs qui soupçonnaient un piège. Marcus Markham s'avéra être une version plus jeune de son père, le visage dur, déterminé, et portant le poids de la colère générationnelle dans les yeux. Il s'approcha de Jack, son fusil prêt, flanqué de 4 hommes qui semblaient nés pour la violence. « Laisse-moi voir cette carte », exigea Marcus. Jack la lui tendit, observant le visage du jeune homme pendant qu'il étudiait le document. Ce que Marcus y trouva n'était clairement pas ce à quoi il s'attendait. Son expression passa de la suspicion à la confusion, puis à quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. « Ça ne peut pas être vrai, » marmonna Marcus. « Il est écrit ici que l'or devait être rendu, que ton père prévoyait de le rendre aux familles des hommes qui l'avaient tué. »« Lis tout le texte, » suggéra doucement Jack. Marcus continua à lire, sa voix devenant plus forte au fur et à mesure qu'il parcourait l'écriture soignée de son grand-père. L'or pris à Silas Markham et à ses associés représente non seulement de l'argent volé, mais les vies perdues lors de sa récupération. Jérôme Stover reconnaît que ces actions, bien que légales selon la loi péritoriale, ont entraîné la destruction de familles et la création d'une pauvreté générationnelle parmi les survivants. Le jeune homme leva les yeux vers Jack, ses yeux reflétant une vie entière de certitudes remises en question. Il allait le rendre, la totalité, avec des intérêts calculés sur 30 ans, plus une compensation pour les familles laissées pour compte lorsque leurs soutiens de famille ont été tués. Jack montra des passages spécifiques sur la carte. Mon père a tenu des registres détaillés de chaque homme qu'il a ramené, de chaque famille affectée par ses actions. Il avait l'intention de distribuer cet or parmi les survivants en fonction de leurs besoins et de leur situation. Marcus Markham resta silencieux pendant un long moment,
la carte tremblant entre ses mains. Autour de lui, ces hommes s'agitaient nerveusement, sentant que les fondations de la mission de toute leur vie s'effondraient sous eux. « Pourquoi ne l'a-t-il pas fait » demanda finalement Marcus. « Pourquoi n'est-il pas allé jusqu'au bout ?»« Parce qu'il est mort avant d'avoir pu organiser la logistique, » répondit Jack. « Mais il a laissé des instructions pour que son fils achève la tâche. Des instructions que je suis prêt à honorer, si vous me le permettez. » Marcus regarda à nouveau la carte, puis ses hommes, puis les défenseurs de Beaver Creek qui observaient cet échange avec fascination et un espoir grandissant. « Les combats s'arrêtent ici, » dit-il doucement. « Aujourd'hui, nous terminons ce que nos grands-pères ont commencé, non pas avec plus de sang, mais avec de la justice et de la rédemption. » La carte de la cage d'or, marquée pour la rédemption, avait accompli ce que 30 ans de violence n'avaient pas pu faire. Elle avait brisé le cycle de la vengeance et ouvert la porte à quelque chose de mieux que la répétition sans fin des erreurs passées. 3 mois plus tard, Jack Stove était assis sur le porche de sa nouvelle cabane à Beaver Creek, regardant son petit-fils Timothy s'entraîner à écrire ses lettres sur une ardoise, tandis que le soleil du matin peignait les sommets environnants dans des tons d'or et de rose. Le garçon avait pris l'habitude de l'appeler Grand-père Jack, et le son de ce nom prononcé par une voix d'enfant était devenu la plus douce musique que Jack ait jamais entendue. La cage d'or, lorsqu'il l'avait finalement récupérée de sa cachette haut dans les montagnes, s'était avérée être encore plus importante que quiconque ne l'avait imaginé. Jérôme Stover avait été systématique dans son accumulation de richesses, et 30 ans d'investissement prudent avaient transformé la fortune volée d'origine en quelque chose qui ressemblait à un petit trésor. Fidèle aux intentions écrites de son père, Jack avait supervisé sa distribution parmi les familles touchées par les actions du vieux chasseur de primes. Marcus Markham s'était avéré être un homme d'honneur, aidant à retrouver les descendants des associés de son grand-père et s'assurant que chaque famille recevait une compensation proportionnelle à ses pertes. La part de la famille Markham elle-même avait été suffisante pour sauver leur ranch en difficulté dans le Colorado, tout en laissant des montants substantiels pour les autres familles touchées. Mais c'était la part mise de côté pour Timothy qui représentait la véritable victoire. Jérôme Stover avait spécifié que son arrière-petit-fils devait hériter de suffisamment pour assurer son éducation et ses perspectives d'avenir, mais seulement après avoir atteint un âge où il pourrait comprendre la responsabilité qui accompagnait l'argent du sang, transformé en quelque chose de meilleur. « La façon dont je vois les choses, » avait expliqué Jack à Timothy la semaine précédente, « ton arrière-grand-père a fait des choix difficiles qui ont blessé beaucoup de gens, mais il a aussi essayé de réparer les choses à la fin. Maintenant, c'est à toi de décider quel genre d'homme tu veux être, un homme qui continue les vieilles blessures ou un homme qui construit quelque chose de meilleur sur les fondations de ce qui l'a précédé. » Timothy avait écouté avec l'attention sérieuse que les enfants accordaient aux questions importantes, puis avait posé la question qui avait surpris Jack par sa perspicacité. « Est-ce que ça veut dire que je pourrais choisir mon propre nom quand je serai grand, comme tu as choisi d'être Jack Stove au lieu de celui que tu étais avant ?» Le garçon était vif, plus vif que Jack ne l'avait été à cet âge, et il grandissait entouré d'amour et de stabilité plutôt que de violence et de peur. Martha et Daniel Henley l'avaient formellement adopté après la mort de Rebecca, mais ils avaient clairement fait comprendre que Jack serait toujours le bienvenu en tant que grand-père. C'était un arrangement qui convenait à tout le monde. La nouvelle Bible familiale qui trônait sur la table de Jack représentait plus qu'un simple registre des naissances et des décès. Elle symbolisait la continuation de quelque chose de bon dans un monde qui semblait souvent déterminé à ne récompenser que les choix les plus difficiles. Le nom de Timothy y était inscrit de l'écriture soignée de Jack, ainsi que les noms de Thomas et Sarah, de Jérôme et de sa femme morte depuis longtemps, et de tous les autres Stover qui avaient apporté leur sang et leur souffle à l'histoire qui avait mené à ce moment. « Grand-père Jack, » dit Timothy en levant les yeux de son ardoise, « penses-tu que mon papa serait fier de ce qu'on a fait avec l'or ?» Jack considéra la question sérieusement, comme il le faisait pour toutes les demandes de Timothy. Le garçon méritait des réponses honnêtes à des questions honnêtes, même lorsque ces réponses étaient compliquées par les dures réalités de la vie d'adulte. « Je pense que ton papa serait fier que nous ayons choisi de guérir de vieilles blessures au lieu d'en faire de nouvelles, » répondit Jack.
Et je pense qu'il serait particulièrement fier du jeune homme que tu es en train de devenir. » Timothy sourit et retourna à ses lettres, son crayon grattant l'ardoise avec la concentration assidue d'un enfant déterminé à maîtriser ses leçons. Jack le regarda travailler et s'émerveilla de voir à quel point l'enfance de ce garçon était différente de la sienne. Comment Timothy pouvait se concentrer sur l'apprentissage et la croissance sans avoir constamment à regarder par-dessus son épaule par crainte de menaces qui pourraient ne jamais arriver. Le bruit de chevaux en approche attira l'attention de Jack vers l'entrée de la vallée, où le shérif Bradley entra à cheval avec sa dignité calme habituelle. Tom avait fait le voyage depuis Dry Ridge à plusieurs reprises depuis les événements de Beaver Creek, en partie pour s'assurer du bien-être de Jack, et en partie parce qu'il appréciait sincèrement la compagnie de personnes qui avaient trouvé leur chemin vers quelque chose qui ressemblait à la paix. « Bonjour, Jack », appela Bradley en descendant de cheval. « J'ai pensé que tu voudrais savoir. J'ai reçu des nouvelles de la capitale territoriale. Marcus Markham a été nommé agent spécial pour enquêter sur d'autres cas d'ancienne justice de la frontière qui pourraient nécessiter un réexamen. Il semble que le plan de rédemption de ton père ait attiré l'attention de personnes importantes. » Jack hocha la tête, peu surpris par la nouvelle. Marcus s'était révélé être un homme capable de grandir et de changer, des qualités qui étaient toujours rares, mais jamais plus nécessaires que dans les postes d'autorité. « Des nouvelles de la façon dont les autres familles s'en sortent avec leur compensation ?» demanda Jack. « D'après tout ce que j'entends, ils utilisent l'argent sagement. La veuve Johnson a utilisé le sien pour acheter une vraie ferme au Kansas. Les frères Miller ont investi le leur dans une entreprise de transport de fret qui fait déjà des bénéfices. Il semble que le plan de ton père fonctionne mieux que quiconque ne l'aurait espéré. » Timothy leva les yeux de son ardoise, écoutant la conversation des adultes avec l'attention aiguë d'un enfant qui a compris que des sujets importants étaient en cours de discussion. « Shérif Bradley, ma famille a-t-elle encore des ennuis à cause des vieilles choses qui se sont passées ?» Bradley descendit de cheval et s'approcha pour ébouriffer les cheveux du garçon avec une douce affection. « Non, fils. La dette de ta famille a été payée intégralement, avec les intérêts. À partir de maintenant, tu vas pouvoir écrire ta propre histoire au lieu de vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. » Alors que le soir s'installait sur Beaver Creek et que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel qui s'assombrissait, Jack réfléchit aux chemins étranges que la vie pouvait prendre. Il avait commencé ce voyage comme un homme des montagnes solitaire, hanté par les regrets et poussé par des questions qu'il avait peur de poser. Il le terminait comme un grand-père béni par une famille et entouré de personnes qui avaient choisi de construire quelque chose de bien sur les cendres de vieilles erreurs. Le passé serait toujours avec lui, les cicatrices sur ses mains et son visage, les souvenirs des choix faits dans des moments désespérés, le poids d'un nom qui portait autant de honte que de rédemption dans la même mesure. Mais pour la première fois depuis 30 ans, Jack Stove regardait vers l'avant au lieu de regarder vers l'arrière, planifiant des lendemains qui pourraient être meilleurs que les hier qu'il avait façonnés. Le rire de Timothy résonna à travers la vallée, alors que Martha appelait le garçon pour le souper, et Jack sourit en regardant son petit-fils courir vers la lumière chaude qui s'échappait des fenêtres de la maison qui était devenue leur sanctuaire. Certains héritages valaient la peine d'être portés, et certains nouveaux départs valaient le prix des anciennes fins. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'apprécie sincèrement chaque instant que vous passez ici devant moi. Nous sommes actuellement en pleine aventure pour atteindre notre tout premier objectif, 10 000 abonnés. Si mes histoires vous ont touché, ne serait-ce qu'un tout petit peu, n'hésitez pas à me soutenir en cliquant sur le bouton « S'abonner ». Chaque nouvel abonné est une source de motivation immense qui me pousse à continuer d'écrire et à vous partager encore plus d'histoires inspirantes. Merci encore, et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo.